Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. On est ravis de vous avoir pour parler d'un sujet assez passionnant. Mais avant ça, peut-être vous resituer l'occasion de cet événement qui est organisé donc, par la Maïf Social Club avec l'association All for Trees dans le cadre de l'événement socioculturel Le Chant des Forêts. Toute une scénographie en bas que vous avez peut-être pu voir autour de la préservation des forêts, mais aussi plein d'événements culturels organisés par la Maïf Social Club. Et la Maïs Social Club nous a aussi proposé à l'association All for Trees, dont je suis cofondateur, d'organiser un cycle de conférences sur la thématique des forêts, de la déforestation. Et ce cycle de conférences, on a voulu le construire autour d'idées préconçues qu'on peut se faire des forêts, avec des questions qu'on a sondées auprès du grand public, des questions comme faut-il planter des arbres pour préserver les forêts, faut-il mettre les forêts sous cloche pour les préserver. Nous avions aussi une conférence sur comment agir contre la déforestation aux différentes échelles, politiques, nationales, citoyens. Et ce soir, on va se poser finalement la question qu'on aurait dû commencer, par laquelle on aurait dû commencer. À quoi servent les forêts? Et vous allez me dire, peut-être, cette question est vraiment anthropocentrée, il y a quelque chose d'assez utilitariste, bon, c'était un peu fait exprès, mais on va essayer finalement, ce soir, nos intervenants vont essayer de donner une définition de la forêt. Qu'est-ce qu'une forêt? C'est à peu près ça qu'on va essayer ce soir, puisque finalement 30% des espaces terrestres mondiaux sont recouverts de forêts, mais sait-on vraiment définir ce qu'est une forêt? C'est un sujet où on a aussi beaucoup d'imaginaire, des paysages lointains, vierges, ces forêts tropicales, et on aura justement Stéphane Rostand, chercheur au CNRS, qui nous parlera de ses expériences en Amazonie. Il y a aussi ces espaces de nature préservés, la biodiversité, ces espaces de loisirs, dont nous présentera aussi ici Patrice Yerbach, chargé environnement de l'ONF, mais qui est également ce soir au titre de expert du directoire forêt de la FNE, France Nature Environnement, et on a aussi d'autres services qu'on utilise au quotidien. Non, nous n'avons pas des tables en bois ici. Le bois, l'usage ici, l'usage de produits que nous parlera également donc Aurélien Sautière, directeur de FFC France. Et tout au long de cette conférence, on va essayer de vous faire participer et de trouver, si on peut, trouver ce soir une définition. Du moins, on ne partira pas d'ici tant qu'on n'aura pas trouvé. Donc, je suis vraiment ravi d'accueillir nos trois intervenants. Je vais commencer avec Aurélien Sautière ici, qui est géographe de formation. Tu as passé plusieurs années à travailler pour des associations parapubliques. Tu es convaincu, c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, que pour traiter tous ces enjeux environnementaux, notamment la forêt, il faut un dialogue fort, continu avec les parties prenantes. Il faut faire participer tout le monde aux décisions. Et depuis 2014, tu es directeur exécutif de Forest Stewardship Council, autrement appelé FSC, qu'on connaît aussi par le label FSC, que vous avez peut-être vu des fois sur des enveloppes papier, sur des gourdes, ah mais celle-là pas en bois, sur des meubles. Tu nous en parleras tout à l'heure, mais qui permet de garantir finalement la provenance des bois, la gestion durable des forêts. Stéphane Rostin, vous êtes archéologue de formation, directeur également de recherche au CNRS. Vous avez travaillé plus de 40 ans sur les questions justement en Amazonie, Guyane, Équateur, sur l'analyse des paysages, comprendre finalement ces paysages de forêt par l'archéologie, par l'ethnoarchéologie. Vous avez fait beaucoup de fouilles et vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle La forêt vierge d'Amazonie n'existe pas, publié en 2021. Et vous allez nous parler effectivement de cet espace forestier qu'on connaît tous de loin, mais que vous avez étudié, on va dire, en profondeur. Et enfin, Patrice Herbeck, vous êtes écologue et économiste de formation. Donc, je le disais, vous êtes chargé environnement à l'Office national des forêts. Donc, c'est un établissement public en charge de la gestion des forêts publiques. Mais ce soir, vous êtes au titre du directoire forêt de la FNE. Vous allez nous parler justement de cette définition de la forêt et peut-être plus des services écosystémiques des forêts. J'ai une question pour vous trois. Je ne vais pas vous donner d'ordre pour essayer d'y répondre. À vous, qu'est-ce qui définit selon vous une forêt? Quelle est cette définition selon vous, pour vous? Et est-ce qu'il en existe une finalement définition? Bonsoir à toutes et tous. Pour répondre à votre question, il y a une définition qui existe, qui est une définition toute statistique, puisqu'elle sert à chiffrer, à évaluer. Tout à l'heure, vous avez dit que les forêts, c'est 30% de la surface terrestre du globe.
eh ben, il a fallu définir pour pouvoir compter. Donc il y a un organisme qui s'appelle la FAO, qui a donné une définition qui est reprise à peu près par tous les organismes statistiques des différents pays, qui dit que est une forêt, une zone où il y a quoi? Des arbres. Qu'est-ce qu'un arbre? C'est un végétal qui fera plus de 5 mètres de haut et qui occupera 10% de la surface, au moins 10% de la surface de cet espace, et qui fera plus de 20 mètres de large. Ça, c'est une définition toute statistique, c'est-à-dire que ça exclut les plantations d'alignement, ce ne sont pas des forêts, puisque ça fait moins de 20 mètres de large. Donc, une surface qui fait au moins 50 arts, qui a au moins 10% de végétaux qui vont faire plus de 5 mètres de haut, les arbres, et qui fait moins de 20 arts. Je laisse peut-être, il y a d'autres définitions, mes collègues répondre. Il y a une définition plus écologique. Qu'est-ce qu'une forêt par rapport à un autre écosystème, la prairie, le marais? C'est un écosystème qui est composé de plusieurs strates. Donc on connaît le sol, mais il y a toute une vie en forêt à l'intérieur du sol. On connaît une strate, tout le monde se promène en forêt, voit des mousses et des lichens, donc il y a une strate qu'on appelle mucinale. Après, vous ramassez du muguet, des champignons en forêt. Il y a une strate dite herbacée. Ensuite, il y a des arbres, enfin des arbustes, c'est-à-dire des végétaux qui font moins de 5 mètres de haut. Le noisetier, les bagnodiers, pour trouver des arbres de nos forêts. Il y en a beaucoup plus en Amazonie. C'est cette strate arbustive. Et enfin, il y a la strate arborescente, les arbres, donc avec les chênes, les hêtres, les sapins tels qu'on les connaît. Donc c'est cette succession de strates avec une strate un peu différente qui fait la transition. C'est la strate lianescente. Donc il y a les lianes qui sont très présentes dans les forêts amazoniennes. Nous avons le lierre, nous avons le chèvrefeuille qui grimpe. Et toute la faune, la flore, la fonge, elle joue sur cette strate qui est différente des autres écosystèmes. Donc voilà deux définitions comme ça jetées. Mais mes collègues en ont sûrement d'autres. Oui, alors sur les tropiques, c'est un peu différent. Je ne suis pas très fan des chiffres parce que je les oublie, donc je suis obligé de les réinventer. Et du coup, c'est moins pertinent. Mais pour les forêts tropicales, je pense qu'une définition, c'est plutôt un écosystème en équilibre fragile, puisqu'on pense évidemment aux plantes, aux arbres en premier lieu, mais toutes ces plantes sont reliées à d'autres systèmes, la faune notamment, qui est indispensable. Par exemple, en forêt tropicale, vous avez des fourmis qui vont s'associer avec les arbres pour les protéger. Il y a des fourmis, par exemple, qui vont lancer des acides autour de l'arbre pour qu'il n'y ait pas de prédateurs qui viennent. Et les arbres vont les protéger en contrepartie. Donc vous avez une espèce d'équilibre qui s'est établi entre tous les êtres vivants et aussi les êtres vivants comme les vers de terre qui sont dans le sol, mais aussi les oiseaux. Il y a une espèce d'équilibre que nous aimons beaucoup détruire, et c'est ce qui la rend si impressionnante parce qu'elle peut vraiment se développer, mais elle peut être détruite très vite. Et l'Amazonie est un bel exemple de cette double gestion de la forêt, une gestion millénaire des Amérindiens qui a été assez sage et qui a favorisé la résilience. Les Amérindiens ne détruisent pas la forêt, ils la changent. Et en 400 ans, on a montré on a été très doué avec des tronçonneuses, on dégaine vite. Et on est en train de détruire réellement cette forêt qui est en train de passer le point d'équilibre. C'est un effet boule de neige où vous vous êtes rendu compte cet été à quel point ça va vite et comment ça s'accélère, les changements qu'on induit. Et donc je pense que c'est un bel exemple de deux extrêmes de gestion de la forêt qui évidemment, il y a 1000 définitions possibles. En Amazonie, c'est compliqué parce qu'il y a plein de forêts différentes, il y a plein de paysages différents. Donc c'est difficile de parler de la forêt amazonienne. J'aimerais mieux parler des forêts amazoniennes parce que vous avez plein de types très variés de composition floristique selon les régions, selon l'humidité, selon plein de critères. Et je pense qu'il faut garder que c'est un écosystème qui fonctionne parfaitement jusqu'à l'arrivée des humains. Et là, ça commence à gripper. Même les Amérindiens, ils ont changé ce système sans le mettre en danger, mais ils l'ont quand même changé
puisqu'ils ont favorisé certaines espèces depuis des millénaires aux dépens d'autres. Ils ont changé même la composition même de cette forêt. En favorisant des plantes qui leur étaient utiles. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu que cette forêt était une forêt transformée et même une forêt domestiquée. Ce qu'on va voir un petit peu plus loin, je crois. Donc on a entendu une première définition internationale statistique, une définition d'écologue, une définition peut-être un peu plus sociale. Et pour toi, Aurélien, c'est quoi cette définition de la forêt ? Oui, alors il y a cette définition statistique que tu as bien décrite qui est un petit peu pauvre, mais enfin effectivement il faut bien pouvoir se repérer de façon aussi statistique. Par exemple dans le cas d'un règlement dont vous avez entendu peut-être parler, du règlement sur la déforestation importée de l'Union européenne, si vous n'en avez pas entendu parler, vous allez en entendre parler. C'est un règlement qui indique qu'on va mettre en place des règles pour que les produits qu'on achète n'aient pas eu d'impact sur la déforestation, que ce soit le soja, le bois, l'huile de palme, etc. Et donc, pour faire des règlements comme ça, qui sont des règlements d'humains, il faut pouvoir le définir de façon à ce que ça soit compréhensible pour un humain et un législateur. Et donc, le règlement sur la déforestation importée reprend en fait la définition de la FAO de ces forêts. Nous, dans notre certification FSC, donc FSC, c'est un système de certification de la gestion des forêts et de traçabilité. Vous avez peut-être vu le label sur certains des produits. Nous, on a une définition hyper simple, voire simpliste en fait de la forêt. On part sur la définition du dictionnaire, dictionnaire d'Oxford en l'occurrence, et c'est tout simplement étendue de terre dominée par les arbres. Bon, donc c'est hyper simple, étendue de terre dominée par les arbres. Après, il faut définir les arbres. Donc une plante pérenne ayant une tige, c'est dictionnaire, ayant une tige principale ou un tronc ligneux autoportant et atteignant une hauteur. Donc il y a cette notion de hauteur et une taille considérable. Ça s'étend aux buissons, aux arbustes. Et même à certaines herbacées vivaces qui atteignent une grande hauteur. On pense par exemple au bambou. Bambou, c'est pas un arbre, mais on peut parler de forêt de bambou. Donc cette définition très large permet d'englober en fait plein de différents types de forêts qui peuvent être nécessiter des gestions particulières. Voilà ce que je peux dire sur forêt. Peut-être ce qui est peut-être important, mais j'ai peur qu'on dévie un peu sur le débat, donc tu m'arrêtes, c'est quand on a défini la forêt, du coup, il y a plein de termes qui arrivent. On a déforestation, une fois qu'on a défini la forêt. Reforestation, dégradation, plantation. On a plein, du coup, de termes qui nécessitent tous une définition, en fait, derrière. Je vais juste commencer peut-être par le plus simple, qui est le plus connu, qui est déforestation. La déforestation, on a encore du mal à le définir. Donc la FAO définit ce qu'est la déforestation, qui, moi, je trouve est la meilleure définition. C'est la conversion d'une terre forestière, d'un espace forestier, pour un autre usage, un usage agricole. C'est d'ailleurs ce que reprend le règlement sur la déforestation importée européen. Mais il peut y avoir des désaccords. Par exemple, quand on regarde par satellite, on peut voir que tous les arbres ont été coupés. Est-ce que c'est de la déforestation ? La FAO dit non. Si ces arbres, si cette terre en fait permettra aux arbres de repousser, soit naturellement, soit par plantation. Donc ça, c'est pas de la déforestation officiellement dans la FAO ou dans le règlement sur la déforestation importée. C'est de l'exploitation forestière. Donc vous voyez que c'est des sujets comme ça qui, par la définition, posent d'autres questions derrière. C'est ce qu'on a vu avec Alain Carsanti, chercheur, à la dernière conférence justement sur qu'est-ce que la déforestation. Effectivement, on s'est rendu compte, c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui, que si on définissait mal une forêt, tout derrière, on avait du mal à définir les autres notions, notamment la déforestation. Et peut-être une dernière chose, ça a été une lutte sur le règlement européen sur la déforestation importée. La France a mis en place une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Ça a été une lutte de définir la définition de forêt. Et un des regrets des ONG sur la déforestation importée par l'Union européenne, c'est que certains espaces qui sont des forêts, ou peut-être plutôt des savanes, mais où il y a des arbres, comme le Cerrado par exemple au Brésil, n'a pas été intégré en fait dans ce règlement. Or, c'est là qu'il y a le plus de production de soja. Donc les ONG peuvent avoir des regrets de ce côté-là. Bon, on avance, il y a quand même un règlement qui se met en place, mais ça, c'est très lié à la définition de la forêt. Déjà, on a vu qu'on ne trouvait pas de définition, mais on va aller encore un petit peu plus loin. Je vais vous demander votre définition. On va vous faire un petit exercice, si vous le souhaitez, d'aller... c'est Menti ou Menti ? On peut faire avec menti.com ou C'est la même chose, ok. Alors, si vous le souhaitez,
pouvez prendre votre téléphone, aller sur www.menti.com et saisir ce code. Et on va vous poser une question, c'est quoi votre définition de la forêt, et vous aurez le droit à 5 mots, pas plus. Vous avez le droit d'en utiliser qu'un, vous avez le droit d'en utiliser 2, 3, 4, 5, et par magie, tout ça va s'afficher, on verra quelle est votre définition de la forêt. On vous laisse quelques instants. Moi, je participe. Non, parce qu'il y a peut-être des définitions qu'on n'a pas entendues. La définition de la forêt, ça peut être aussi votre perception. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la forêt ? J'aime beaucoup poser cette question, et certains, ça peut évoquer des loisirs, des passe-temps, autre chose. Donc tous ces mots seront importants, on verra si on arrive à définir une définition. Est-ce que tout le monde a pu saisir ? Si vous voulez, je peux noter votre mot si vous voulez. Cinq mots distincts. Vous avez 5 cases. Quand vous avez sélectionné, vous avez 5 cases. Vous prenez un mot, et puis un autre mot, puis un autre mot. Vous avez le droit d'être amiche. Mais c'est en anglais. Alors oui, désolé. On est... en français. En français. Et je fais l'exercice aussi. Voilà, 5 mots. Quand vous pensez à la forêt, qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que vous évoque ? Comment vous le définiriez ? Je vais y arriver. Allez, il m'en faut encore un dernier. Bon, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Non. Peut-être, si tout le monde a noté, est-ce qu'on peut passer sur la slide qui commence à afficher les mots ? Ah, c'est moi, pardon. Non, il faut le connecter sur le... Oui, c'est fermé. Peut-être tant qu'il y a un temps mort, je continue un petit peu sur déforestation et un autre terme qui pourrait arriver aussi, c'est le terme de dégradation. C'est-à-dire que la déforestation, donc c'est la transformation d'un usage d'une terre forestière pour un autre usage, notamment agricole. Mais il y a aussi cette question de la dégradation. Donc souvent, on peut dire, dans certaines forêts, il y a carrément de la déforestation, on pense à l'Amazonie. En Europe, on va être plus sur un sujet de dégradation, en fait, de la qualité des forêts. Le règlement sur la déforestation apportée, excusez-moi de revenir là-dessus, parce que c'est un sujet important, parce que ça parle de filière finalement, et nous, avec un label, on est vraiment sur ce sujet de filière, c'est-à-dire de la forêt jusqu'au consommateur. La dégradation, dans ce règlement, c'est simplement en fait la conversion d'une forêt naturelle ou semi-naturelle, on y reviendra peut-être, en forêt de plantation, qui est beaucoup moins intéressante en termes de sol, en termes de biodiversité, etc. Pour nous, à FSC, c'est un des aspects, cette conversion d'une forêt naturelle en forêt de plantation. Il y a aussi bien d'autres aspects de travaux du sol, d'impact sur l'eau, etc., qui peuvent avoir un impact sur la qualité ou le taux de naturalité. Alors c'est un mot qui n'existe pas, un taux de naturalité. Enfin, si, il existe puisque je viens de le dire, mais ça donne un aperçu, quoi, un taux de naturalité. Je ne sais pas si tu dis ça à toi, ce terme-là, mais cette idée d'une forêt plus naturelle, si vous voulez, qu'une forêt de plantation. Donc cette notion de la dégradation aussi, elle est beaucoup plus fine. Déjà qu'on a du mal sur la notion de déforestation. Forêt de dégradation, ça va dépendre peut-être presque de chacun de nous et de notre perception en fait de ce que doit être une forêt. Et c'est ça toute la complexité. Ça arrive, votre perception, on est désolé. Merci d'avoir meublé. Mais voilà, en fait, pourquoi on a repris ce sujet, on va rentrer un petit peu dans le détail après à quoi servent les forêts, mais on veut vraiment voir, j'ai déjà vu, j'ai de la chance de voir vos mots-clés, qu'on puisse réagir dessus en fait, parce que peut-être que les mots qui ont été exprimés, qui étaient peut-être techniques, on parle entre nous, entre professionnels du milieu de la forêt et tout ça, il y a peut-être d'autres mots qui sont aussi importants aujourd'hui dans la société pour définir ce qu'est une forêt. Et on le disait en introduction, le dialogue, la concertation, c'est aussi faire ressortir la vision de chacun de la forêt. C'est peut-être ça le fond du problème. Est-ce qu'à la régie, ça arrive? Sinon, je peux donner quelques éléments statistiques sur la forêt qui sont issus de cette définition statistique qui est tenue par la FAO à Rome, cette institution internationale. Donc actuellement, sur la planète, on estime 4 milliards d'hectares de forêt.
selon la définition donnée, qui n'est pas forcément la vôtre, qui se divise en 3 grands blocs. Le plus grand bloc qui correspond à une zone biogéographique, c'est ce qu'on appelle la forêt boréale, 1 800 000 hectares, 1 800 000 hectares, qui allait, ça faisait qu'un bloc homogène qui allait de la Norvège au Kamtchatka et de l'Alaska à Terre-Neuve. C'est une forêt qui souffre actuellement, dont on a du mal à estimer la dégradation, la déforestation, parce que la grosse partie de cette forêt est en Russie. Et il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a de l'or, il y a des défenses de mammouths, il y a plein de choses qui font qu'il y a des appétits. C'est le lieu de rencontre, alors là je suis militant, donc des mafias russes et des mafias chinoises. Donc c'est 1 800 000 hectares, le plus grand bloc forestier, 1 800 000 hectares, le plus grand bloc, est fortement perturbé. Le deuxième bloc, c'est la forêt tropicale, qui est 1,7 milliard 000 hectares, j'ai du mal avec ces grands chiffres, qui est en 3 blocs. Un premier bloc, un bloc amazonien, 900 millions d'hectares, un bloc africain 500 et un bloc asiatique Océanie, 300 millions d'hectares. Et enfin, un autre bloc, alors il y a une forte déforestation, dégradation dans ces forêts tropicales. La déforestation apportée pour changer l'affectation des terrains, soit en plantation forestière, là je suis encore militant, donc une plantation n'est pas une forêt pour moi, ou en zone d'agriculture industrielle pour produire du soja ou autre. Et puis la forêt tempérée, 1 200 000 hectares, la forêt tempérée, c'est la France hexagonale, ça fait le tour de la planète, il y en a aussi en Chine, etc. C'est une forêt qui a beaucoup souffert à l'époque historique. Je vous renvoie au déboisement que notre pays a vécu au moment de l'Antiquité, au Moyen-Âge, et puis jusqu'à ce que le charbon, le pétrole et l'exode rural sauvent notre forêt. C'est le charbon qui a sauvé la forêt, alors. C'est le charbon qui a sauvé la forêt avec la disparition des maîtres de forge. Là. Sur cette forêt, pour la forêt hexagonale, 3 chiffres, toujours avec cette définition statistique. L'équivalent de l'hexagone au moment où Charlemagne est couronné des empereurs, c'est 30 millions d'hectares de forêt pour la France. Au moment où Napoléon se sacre empereur, c'est l'étiage forestier, on estime à 4 millions d'hectares. Donc 30 millions Charlemagne, 4 millions. Et au second septennat du président Macron, c'est 17 millions d'hectares. Donc il y a une lente remontée forestière. C'est le charbon et l'exode rural qui, pour l'hexagone, a sauvé la forêt. Et peut-être, il y a un point aussi qu'on n'a pas... Vous avez parlé beaucoup de la FAO, mais finalement, on n'a pas dit vraiment ce qu'était la FAO. C'est l'organisation internationale donc, qui dépend de l'ONU sur l'agriculture. Est-ce que finalement, c'est le bon organisme pour donner une définition de la forêt et parlons aussi en forêt française, finalement. Qui aujourd'hui gère la forêt, c'est aussi le ministère de l'Agriculture. Peut-être si quelqu'un veut réagir. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, effectivement, la forêt, que ce soit au niveau international, donc avec la FAO, est intégrée en fait dans une réflexion agricole, qui n'est pas donc une réflexion environnementale, donc productive, quelque part. Même si la FAO est une organisation très sérieuse, basée sur la science, ça donne une certaine logique. Et en France, c'est vrai qu'on voit que la forêt a été plutôt la prérogative du ministère de l'Agriculture, c'est encore le cas, mais on voit de plus en plus le ministère de l'Environnement prendre en compte cette prérogative qui permet d'ajouter cette dimension aussi environnementale au-delà de la dimension productive. Parce que oui, les forêts, c'est productif. Et les forêts, ça nous permet d'avoir des produits qui sont là, qui sont partout autour de nous et qu'on utilise en fait tous les jours. Donc il y a cette notion de production, mais il y a aussi cette notion de préservation de l'environnement dans les forêts. Ça concentre en fait tous ces enjeux-là. Je crois qu'on va en parler tout à l'heure, au-delà des définitions. C'est comment trouver cet équilibre finalement entre les différentes valeurs économiques, environnementales et sociales qu'il faut qu'on trouve. Et donc que ça soit passé de plus en plus vers le ministère de l'Environnement, c'est un mouvement assez intéressant là qu'on voit en ce moment en France. Peut-être pas assez pour toi, mais on voit quand même ce mouvement qui est assez nouveau, en tout cas en France. Je ne sais pas très bien dans les autres pays européens. À vous écouter, vous n'êtes pas dans le social, hein, vous êtes spécialiste des arbres, des chiffres et des choses comme ça, mais ce qui revient beaucoup dans vos phrases, c'est la présence, l'omniprésence de l'humain par rapport à ces forêts. Et du coup, je trouve qu'une définition serait peut-être
plus simple serait de parler d'un espace rempli d'arbres dont l'humain se sert, puisque c'est toujours par rapport à l'humain qu'on l'a défini, c'est cette espèce d'eurocentrisme dont on ne peut pas se débarrasser. Mais la forêt en elle-même, seule, n'est jamais définie comme telle. Et l'histoire de l'humanité est quand même très symptomatique de cette approche qui est par rapport à nous. On ne dirait pas la même chose sur les montagnes ou les rivières. Mais sur les forêts, on a cette espèce de mainmise et notre histoire est faite de cette mainmise. Et on verra plus loin que ça peut aller loin. Voilà, en fait, tout était caché par là, derrière la forêt. Voici vos mots. C'est ça qui définit, donc je vais essayer d'en prendre quelques-uns. Donc le plus gros, c'est écosystème. On parle aussi d'oxygène, de verre, arbres, espace, vie, sauvage, nature, chlorophylle, verdure, biodiversité, champignons, canopée, bien-être, autosuffisance, imprévisible. Beaucoup de mots finalement qu'on n'a pas dit, je crois, en introduction. Monde, vivant, végétation, agroforesterie, automne, muguet, espace boisé. Passons à la seconde partie, messieurs. À quoi servent les forêts? Est-ce que vous pouvez aussi rebondir, peut-être Patrice, sur ce que vous voyez? Qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce qu'on a vu que c'était compliqué de définir ce qu'était une forêt? Et donc, à quoi servent les forêts? Une réaction à ces définitions. En tant que militant France Nature Environnement, donc naturaliste, écosystème me convient tout à fait. La grosse différence avec les plantations, écosystème qui s'entretient tout seul, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, et à la différence des plantations, l'homme n'y met pas ou très peu d'intrants. Donc dans une plantation monospécifique, vous n'avez pas ces strates que j'ai décrites, donc on est obligé d'intervenir parce qu'il n'y a pas de prédateurs, parce qu'il n'y a pas d'humidité qui est maintenue, parce que les feuilles, etc., ne viennent pas réabonder l'humus et renourrir les arbres. Donc dans les plantations industrielles, on y met des engrais, on y met des produits quand il y a un insecte ou un champignon qui prend un peu trop d'importance et qui fait des dégâts économiquement qu'on juge insupportables. Donc cette définition me convient. L'autre définition, c'est je vois le mot champignon, qui était en gros, les champignons, c'est la clé de voûte de la forêt. Il peut y avoir des champignons sans arbres, mais il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas d'arbres sans champignons. Les arbres n'existent que par l'intermédiaire d'un phénomène qui s'appelle la mycorhize, où les ifs des champignons permettent un échange avec l'arbre. L'arbre donne du sucre et puis le champignon donne de l'eau, donne des nitrates, donne des sédiments à l'arbre qui s'en nourrit. Pas que, parce que très récemment, on a appris que dans les champignons, il y a certaines substances antibiotiques qui sont transférées à l'arbre et qui, en cas d'attaque, les arbres ont aussi des maladies, lui permettent de mieux résister. Donc, je ne sais pas si mes collègues veulent réagir sur ces définitions. Moi, j'ai surtout vu le mot oxygène qui m'a fait, qui m'a rappelé que souvent l'Amazonie est décrite comme le poumon de la planète, et c'est une erreur fondamentale puisque la forêt absorbe bien de l'oxygène mais rejette du gaz carbonique. Non, la forêt amazonienne comme utilité est plutôt un puits de carbone, et elle conserve le carbone. Et en déforestant, on libère cette quantité de carbone qui est évidemment nuisible. Et c'est une idée qu'il faut... Les seuls poumons de la planète, ce sont les océans, c'est pas la forêt. Et donc, l'utilité puisqu'on parle quand même d'une relation utilitaire, de dépendance, d'asservissement de la forêt par les humains, parce que ça a l'air d'être le thème. C'est très différent, je vous montrerai avec les Amérindiens, leur relation est tout autre. Et nous avons eu autrefois cette relation au Moyen-Âge, on l'a oublié. Non, la forêt amazonienne, pourquoi la déforestation est dangereuse? C'est qu'elle produit, on a découvert il y a peu d'années, on a découvert qu'elle produisait une telle humidité que ça constitue une espèce de rivière dans le ciel, dans les nuages, une rivière d'humidité qui va arroser toute la côte sud du Brésil, São Paulo. C'est ce qu'on appelle les rivières aériennes. Toute cette humidité produite par les arbres se concentre et permet à la côte de survivre.
il n'y aurait pas de plantation, il n'y aurait pas de plantes, parce que c'est une région très sèche, s'il n'y avait pas cette rivière. Et ça a été une grande découverte, il y a une dizaine d'années à peu près, de ce jumeau aérien de la forêt, de l'Amazone, qui est quand même le plus grand fleuve du monde, hein, je vous le rappelle, 6800 km de long, hein, dépasse le Nil. L'embouchure, c'est 300 km de large. J'étais la semaine dernière à Santarém, qui est dans le bas Amazone, ce sont 10 km de large. Si on se met à Santarém à regarder l'eau couler pendant 24 heures, d'abord c'est qu'on a que ça à faire, hein. Mais surtout on voit autant d'eau passer que si on se met 2 ans au bord de la Seine à regarder l'eau couler. Pour vous donner une idée de ces proportions qui sont dantesques. Et cette humidité est omniprésente, puisque même dans le sol, on a découvert encore plus récemment qu'il y avait une autre rivière, un écoulement, un aquifère qui part des Andes comme l'Amazone et qui s'écoule vers l'océan et qui est 10 fois plus large que l'Amazone. Donc c'est des proportions tellement gigantesques qu'il faut toujours penser géant. Et c'est un peu aussi la perte de la forêt, c'est qu'on a l'impression qu'elle est inépuisable, alors qu'elle est très fatiguée en ce moment. Donc là, on a entendu une définition, on va dire, de service écosystémique, c'est comme ça qu'on dit, la biodiversité, le climat, le puits de carbone, l'eau. Je vois un mot qui reste petit encore dans le graphique, bois. Moi, j'aurais pensé Mérin, j'aurais pensé Liège. Aurélien, outre les services environnementaux, il y en a encore plein d'autres qu'on pourra aborder. Est-ce qu'il y a d'autres services que peuvent apporter les forêts ? Alors effectivement, c'est la question de la place de l'homme, hein, que tu évoques dans sa relation à la nature. Dans une société où des fois on est un peu déconnecté de la nature. Je suis pas parisien et je suis pas du tout contre vous, hein, mais c'est vrai que vous êtes à Paris et que les forêts peuvent être un peu loin des fois. Et ça, c'est généralisé, hein. Je veux dire, j'habite à Tours, c'est une plus petite ville, mais n'empêche que je vais pas en forêt tous les jours, quoi. J'habite pas dans la forêt. Mais on est un peu déconnecté en fait de cette forêt, et c'est un fait. C'est comme ça que notre société a évolué, en mal ou en bien. On espère pouvoir quand même faire en sorte d'être plus souvent dans la forêt pour mieux la comprendre, l'écouter, l'entendre, prendre le temps, les 24 heures dont tu parlais, pourquoi pas, hein. Pour regarder les choses, tout simplement, admirer. Mais donc on a, nous, en tant que petit être humain qui habitons en ville, ou pas d'ailleurs, on a besoin de s'habiller, on a besoin d'écrire, on a besoin de boire du vin avec des petits bouchons en liège, etc. Donc tu parlais, on a parlé de services écosystémiques. La forêt, c'est à la fois des services pour elle-même, pour la biodiversité, mais c'est aussi des services pour les humains. On a parlé de ces rivières, là, c'est hallucinant ce truc, ces rivières aériennes au-dessus de l'Amazonie, donc qui vont réguler, qui vont jouer en fait le rôle de climatiseur au niveau local en fait. C'est aussi évidemment, on a parlé d'oxygène, ça permet de respirer, tout bêtement, hein. Je ne sais plus les proportions, mais enfin on parle souvent des forêts comme les poumons de la planète, la forêt d'Amazonie, les océans aussi beaucoup, mais quand même la forêt joue beaucoup pour que notre planète soit vivable. Bref, c'est plein de services qui sont rendus par la forêt, environnementaux, j'en ai parlé, sociaux. Il y a des gens qui travaillent en fait en forêt, il y a des gens qui vivent en forêt, ça tu connais très bien, tu pourras nous en parler, notamment des peuples autochtones. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas des peuples autochtones et qui vivent autour des forêts en France, hein, et qui ont besoin de la forêt juste pour leur bien-être. Je disais des gens qui travaillent, il y a des travailleurs dans la forêt, des métiers qui peuvent être très durs. Bûcheron, c'est un métier que tout le monde n'a pas envie de faire, hein. C'est un métier difficile. Et puis, donc, il y a aussi des services, comme tu disais, des services qui sont de l'ordre d'avoir, nous, concrètement, dans nos petites vies, de petits êtres humains, des outils, une feuille pour pouvoir écrire, un bouchon pour pouvoir boire du vin, des choses comme ça. Et donc, il faut pouvoir prendre en compte, en fait, les 3 dimensions des services qu'apporte la forêt aux petits êtres humains que nous sommes. Et je crois qu'il faut qu'on soit très humble devant ce que tu dis. Qui sont ces dimensions sociales, environnementales et économiques. Et tu as parlé de dialogue. Je pense qu'en fait, la forêt, c'est un objet naturel. Qu'est-ce que c'est la nature ? On ne va pas repartir dans les définitions, mais ça pose quand même la question. Et ça, je crois que tu vas l'évoquer aussi. Qu'est-ce qui est vraiment naturel ?
au-delà de ça, c'est donc comment nous, on doit vivre avec cet élément qui est en fait partout dans notre quotidien. Et donc ça pose cette question du dialogue, et que la forêt, c'est finalement un objet social, où il faut qu'on puisse se mettre d'accord pour qu'on puisse discuter sur qu'est-ce qu'on veut de la forêt, qu'est-ce qu'on doit en faire. Tu parlais de mise sous cloche, ça avait été un débat, est-ce qu'il faut les mettre sous cloche ? Est-ce qu'il faut les surexploiter ? Je fais des caricatures exprès. Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut que les citoyens en fait s'approprient, mais se l'approprient de façon humble en fait, sans se dire il est méchant, il a tort. Non, il faut aller voir, il faut discuter avec les personnes. Le travailleur qui travaille en forêt, qui coupe des arbres, qui coupe des fois de façon assez intensive les arbres. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller parler avec lui, voir un petit peu quel est son métier et comment il vit lui la forêt. Un autre gestionnaire forestier qui lui va couper un arbre de temps en temps et qui va essayer de faire une forêt qui est vivante. Lui aussi, il faut aller le voir, il faut aller lui parler. Et il faut qu'en fait, ces personnes-là, on puisse aussi les intégrer dans un dialogue entre ceux qui la vivent concrètement par leur travail et ceux qui la vivent sans le savoir en la consommant. Et c'est ça qu'on essaye de faire, nous, dans notre organisation. On peut aussi parler de gens qui ont une vision environnementaliste des choses, qui ont leur point de vue à dire, qui voudraient que la forêt soit meilleure pour la biodiversité. Tous ces points de vue-là doivent pouvoir être pris en compte et être discutés. Et il faut qu'on discute beaucoup plus sur ce sujet-là, qui est fondamental pour l'avenir de notre planète. Voilà. Donc une forêt qu'on reprend comme un commun, un objet de dialogue sur les territoires. Patrice, on le voit sur les territoires, ça bouge face aux coupes rases. Alors déjà, qu'est-ce qu'une coupe rase ? Comment on peut expliquer aussi cette réaction aujourd'hui de plus en plus forte des citoyens, des habitants des territoires face à des pratiques peut-être de gestion ? Comment expliquer ça aussi finalement ? Est-ce que c'est dans leur intérêt au niveau des citoyens ? Qu'est-ce qui les fait réagir ? Quelle est peut-être cette définition, ce commun qui aujourd'hui ne leur convient plus ? Alors, difficile pour moi de répondre. N'empêche que, ayant 65 ans et travaillant dans la forêt depuis longtemps, on a vu monter l'intérêt des personnes, puisque les méthodes sylvicoles, les coupes rases, c'est pas nouveau, ça se pratique. En revanche, les pétitions, les articles de presse, ça c'est nouveau. Je vous renvoie à la Convention citoyenne sur le climat et la biodiversité. Donc cette grande réunion avec des citoyens triés au hasard. Dans les recommandations qu'ils ont émises, il y a le peuple souverain, si j'ose dire, s'est exprimé en disant suppression des coupes rases de plus de 2 hectares. Donc ça veut dire quelque chose, parce que des citoyens triés au hasard venant des 4 coins de France et de différentes catégories socio-professionnelles qui tombent d'accord pour dire ça, c'est révélateur. Donc nous, Association de protection de l'environnement, on reçoit ces demandes et on se doit de les relayer. La coupe rase, c'est-à-dire la suppression des arbres, des arbustes, jusqu'à avoir un sol nu pour permettre la replantation, c'est la définition que nous donnons. Vous avez peut-être des définitions différentes sur une certaine surface, donc on l'a situé à 2 hectares. Pourquoi 2 hectares ? Parce que la Suisse a interdit les coupes rases de plus de 2 hectares. Donc on se copie les uns les autres. Voilà. Donc les gens réagissent de plus en plus parce que c'est traumatisant, une coupe rase. C'est traumatisant dans le paysage. Ça change du jour au lendemain. Il n'y a pas la même biodiversité. Vous avez des espèces de milieux fermés qui seront présentes, qui vont, si elles le peuvent, parce que toutes ne peuvent pas se déplacer, aller ailleurs ou mourir, et qui vont être plus ou moins remplacées par des espèces de milieux ouverts, si tant est qu'on leur donne le temps, parce qu'il y a un changement d'usage du sol. Donc vous avez tous en vue ces émissions de télévision, on a vu des chênaies du Morvan remplacées du jour au lendemain par des plantations de Douglas, de pins, d'épicéas. Donc inutile de vous dire que la biodiversité... C'est pas la même biodiversité. C'est pas du tout la même biodiversité. Et la chênaie originelle, qui était un écosystème qui s'entretenait lui-même de sa propre biodiversité parce qu'il avait son cortège de pollinisateurs, ceux qui vont polliniser les fleurs, qui vont donner des graines, ces espèces zoocores comme l'écureuil, comme le geai, qui vont transporter ces graines et qui vont permettre à la forêt de se régénérer. Certes, des détritivores, des espèces qui se nourrissent des feuilles, qui sont parasites des arbres, mais le cortège des prédateurs de ces espèces qui s'attaquent aux arbres, qui s'attaquent aux plantes, était présent. Donc l'équilibre se faisait, et je ne parle pas de toute la faune du sol qui permet de réintégrer l'humus et de renourrir les arbres. Donc voilà.
Donc les machines ont tassé les sols, ont fait disparaître les collemboles, les tardigrades, enfin tout l'ensemble de l'écosystème. Donc qui nécessite une plantation et qui nécessite des intrants. Donc les écolos réagissent, le citoyen réagit parce que c'est un traumatisme, ça lui change son paysage. Et c'est pas sûr que économiquement, moi je viens de Bretagne, on a remplacé les chênaies originels par des épicéas de Sitka, qui était très intéressant, puisque le chêne, c'est 4 mètres cubes à l'hectare par an. L'épicéa de Sitka, ça dépasse les 9 mètres cubes par hectare et par an. Donc, économiquement, ça rapporte des sous, comme on dit. Mais non, ça n'a pas rapporté de sous, parce que c'est une monoculture. Il y a avec l'épicéa qui vient d'Amérique du Nord, il y a une bestiole qui s'appelle le dendroctone qui s'est mis dedans et qui a ravagé les pessières. Donc, on est reparti à zéro et l'investissement de plantation a été perdu. Donc, il manquait quelques anticorps dans cette forêt, quoi. Donc, on a vu. Les pessières sont les forêts d'épicéa. Les chênaies, les forêts de chênes. Les aulnaies, forêts d'aulnes. Enfin, voilà. Oui, tu peux rebondir sur la coupe rase. Vas-y. Tu me donnes l'autorisation de rebondir, alors je le fais. Laisser la parole à Stéphane. Ouais. Stéphane, je la prends. Du coup, sur la question des coupes rases, c'est exactement ce que tu dis. Moi, ce que je perçois, c'est depuis 2017, depuis un bouquin dont j'oublie tout le temps le nom, un forestier allemand. Le secret des arbres. À chaque fois, je n'arrive pas à me rappeler de ce nom de ce bouquin. Le secret des arbres, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est très intéressant. Ça a été, pour tout vous dire, assez décrié par certains acteurs de la profession, de la gestion forestière, je pense de façon exagérée. Parce que ça permet de décrire les interactions en fait dans la forêt. Et c'est justement cette notion d'écosystème qui est fondamentale. C'est ça qui est absolument fondamental pour comprendre une forêt. C'est ces interactions. C'est des choses que nous, les petits êtres humains, en fait, on ne peut pas comprendre. Et même scientifiquement, on en est au tout début de la compréhension de ce qui se passe. Et en fait, la difficulté, c'est que le citoyen, cette date de 2017, vraiment, nous on le voit, moi je l'ai vu à FSC, c'était la prise de conscience en fait, assez générale, il y a ce bouquin. Puis après, on a des reportages au 13h de façon très régulière sur les forêts. Je dis le 13h parce que c'est le truc très basique, mais vous voyez, tous les citoyens sont imprégnés de cette question qui les interroge. Et la forêt, c'est beaucoup d'émotions pour nous. Ça nous rappelle, j'ai cru voir des photos qu'on va voir tout à l'heure, mais ça nous rappelle de l'enfance, ça nous rappelle le petit chaperon rouge, ça nous rappelle des choses qui sont de l'ordre de l'émotion, en fait. Et donc ce débat, moi, que j'appelle entre différents points de vue, il va falloir le trouver entre l'émotion et la raison. Il ne faut pas cacher l'émotion. L'émotion, elle est fondamentale sur un être humain, mais il va falloir trouver cet équilibre entre cette émotion et cette raison pour qu'on comprenne un petit peu mieux nos forêts, qu'on comprenne mieux comment les faire vivre. Et la coupe rase, c'est le sommet, en fait, de ce qui va effrayer un citoyen. Pourquoi ? Parce que c'est visuel. Ça se voit. Il y a plein d'autres choses qui se font dans les forêts, mais qui ne se voient pas. Ils ne sont pas forcément non plus top. Mais la coupe rase, ça se voit. Et ce qui se passe, par exemple, en France, et je ne vais pas trop parler, parce qu'il faut que je laisse la parole, mais comme je suis bavard, ce qui se passe en France, c'est qu'on a fait des plantations dans les années 50. Ces plantations arrivent à maturité. Tu as parlé du Morvan tout à l'heure. Elles arrivent à ce qu'on appelle à maturité. Ça veut dire qu'elles arrivent au moment de l'exploitation. C'est là qu'elles sont intéressantes à couper pour faire les produits que nous, on va consommer dans notre petite vie. Or, elles arrivent toutes au même moment. Donc, elles sont toutes à la même taille, toutes à la même hauteur. Donc, il faut couper. Et c'est ça qui est en train de se passer. Au moment où les citoyens sont en train d'être conscients du souci, c'est au moment où les arbres arrivent à cette maturité dans pas mal de régions en France. Donc, on a ce gros sujet des coupes rases en ce moment, qui est le gros sujet quand on parle forêt en France. Je mets juste, et vous allez me détester, mais je mets juste un bémol. Quand on convertit, j'en parlais tout à l'heure de la conversion, une forêt naturelle. Vous savez qu'il n'y a pas de forêt naturelle en France. Tu vas en parler, mais je crois qu'il n'y en a pas en Amazonie non plus, en fait. Il n'y a pas de forêt naturelle, on parle de forêt semi-naturelle, parce qu'en fait, c'est des forêts qui ont été plantées par l'homme, les forêts qu'on a autour de nous ici. Il n'y en a pas une seule qui a été plantée par une nature qui aurait tout fait de façon originelle comme Adam et Ève. Ça n'existe plus, ça, en France. Et il reste des lambeaux de forêts qu'on pourrait qualifier de naturelles, je crois même pas primaires, du côté des Alpes. En Europe, on a Biélovisa, et puis il y a les vieilles forêts, effectivement. Alors là, les vieilles forêts, on n'est pas sur de la forêt primaire, mais on est effectivement sur des forêts à caractère très naturel.
quand on convertit ces forêts semi-naturelles, où il y a quand même beaucoup plus de biodiversité, tu parlais des chênaies tout à l'heure, où il y a les sols qui sont particulièrement intéressants, en plantation, là, ça pose un vrai problème, effectivement, au niveau environnemental. Perturbation au moment de la coupe, avec l'arrivée du puits de lumière, qui va complètement perturber la biodiversité. Ça ne veut pas dire qu'elle va être détruite, mais enfin, ça va lui faire tout drôle. Ça va être une autre biodiversité qui va se mettre en place. Impact aussi sur le carbone, c'est-à-dire que quand on va couper ces forêts-là, tu l'as dit, ces forêts, en fait, elles le captent, mais surtout elles stockent, notamment les vieilles forêts. Et quand on les coupe, bah, ça dégaze, en fait. Donc pour le changement climatique, c'est pas top, quoi. Donc la question de la conversion d'une forêt naturelle en forêt de plantation, ça, c'est un vrai problème. La question de la coupe rase, si c'est une coupe rase sur une forêt de plantation, où le sol est déjà pauvre, vous allez me détester, mais je pense que c'est moins un problème. C'est un problème, c'est une difficulté, mais c'est moins un problème. Et là, je fais partir le débat. On pourra débattre tout à l'heure, vous pourrez poser vos questions. Donc, en fait, tu as bouclé presque la boucle. On est reparti sur les services écosystémiques, on est parti sur le bois, les usages, la notion de paysage finalement pour les habitants. Et vous l'avez effleuré tout à l'heure, il y a des gens à travers le monde, je crois que c'est une personne sur 5 dépend de la forêt pour ses besoins de subsistance. Il y a une autre question, une autre définition qu'on n'a pas abordée. Tu l'as un peu effleuré. Forêt primaire. Stéphane, on parlait voilà, de cette forêt primaire. Est-ce que dans l'imaginaire aussi, c'est un Graal qu'on recherche? Il y a même une future forêt primaire peut-être en Europe de l'Ouest. Et est-ce que vous ont enseigné finalement les travaux en Amazonie? Je vous laisse Azapet pour... En Amazonie, c'est un peu différent. On a abandonné un peu le concept de forêt primaire parce qu'on s'est aperçu en 2017, date fatidique, il y a eu un article fondateur qui a définitivement prouvé ce qu'on voyait depuis 30 ans, mais qu'on n'arrivait pas à prouver vraiment, c'est que les humains, les premiers habitants de la forêt, avaient transformé cette forêt, et que cette forêt n'était pas naturelle, mais en partie transformée par les humains. Et c'est pas facile à prouver. Comme vous pouvez voir, comme j'aime pas les chiffres, je les écris, c'est beaucoup mieux. En gros, en forêt, on a estimé, en forêt amazonienne, 390 milliards de fûts, de troncs, c'est une estimation. Pour comparer avec ce que vous connaissez mieux qu'est la France, sur 1 hectare de forêt amazonienne, vous avez à peu près 200 espèces d'arbres différentes. En France, vous avez 20 espèces. 20 sur 1 hectare. Et il y a 200 espèces d'arbres 200 espèces d'arbres à peu près en France. On en a 16 000 en Amazonie. On n'a pas fini de les compter, de les répertorier. Donc on est dans la méga diversité, et d'où la difficulté de voir les traces du passage humain. Mais il faut savoir qu'une fois que la main de l'homme a mis le pied en forêt, elle n'est plus jamais la même. Et ça se voit partout. Dès que l'humain s'est introduit, il a introduit des modifications, volontaires ou pas, et une forêt ne peut plus être laissée à l'abandon et s'autogérer. On a cassé cette autogestion de la forêt. Et les premiers habitants de la forêt amazonienne, il y a 13 000 ans, ont très vite appris créer une science de la nature, entre guillemets, et favoriser des relations intimes entre les différents êtres vivants et même les non-vivants, les non-humains, que ce soit des animaux, des plantes, etc., ou des esprits de la forêt. Et donc, il y a une relation particulière qui s'est créée, qu'on a toujours niée. Nous, on est arrivé il y a 400 ans et on sait tout. Nous, normal, on est les conquistadors, on sait tout. Et on a toujours nié cette connaissance de la forêt. Et pourtant, je pourrais dérouler à l'envi des créations amazoniennes. La plante de base actuelle du régime, c'est une plante vénéneuse, mortelle, pleine de cyanure. Et pourtant, toutes les populations l'utilisent en ayant inventé un système pour extraire ce venin. On utilise les bois pour 1000 choses.
parce qu'ils ont appris à les connaître. Nous, on a refusé d'apprendre à connaître cette forêt parce qu'on en a peur. J'avais une diapo auparavant qui montrait un peu... On a un peu oublié nos origines avec la forêt. On vient de la forêt, mais depuis qu'on a créé au néolithique un autre mode de vie sur la planète et qu'on a créé les villes, la cité est le lieu de la civilisation. Et en rejet, à l'opposé, on a la forêt, qui se dit selvaticus en latin, et qui a donné le mot sauvage. Et donc les habitants de la forêt sont des sauvages. Et on a petit à petit, on s'est énormément éloigné de cette forêt, surtout qu'on a créé une zone tampon entre la forêt et la ville, la cité. C'est la campagne, une espèce de purgatoire qui est ni de la forêt, ni de la cité, mais qui est entre les deux. Et c'est cette création de l'agriculture, finalement, qui a été fatale dans notre relation à la forêt. On a perdu une espèce de... J'ai toujours tendance à penser comme les Amérindiens pour ça, mais une espèce de proximité avec les non-humains végétaux. Par exemple, un champ de blé, vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'affection pour un champ de blé. Enfin, c'est utilitaire, basiquement utilitaire. Dans la forêt, vous pouvez avoir une relation individuelle, personnelle avec un arbre. On a tous eu un moment ou un autre de notre vie, et on peut s'attacher à un arbre, ce qu'on ne fera jamais avec un brin d'herbe ou une céréale. Et donc, on a complètement perdu cette relation aux autres êtres. Relisez Ronsard, hein, La forêt de Gâtine, où il parle des nymphes et des elfes qu'on tue à coups de hache. Et les Amérindiens ont su créer cette relation proche avec les êtres de la forêt. Ils ne touchent jamais à la forêt sans consulter les autres vivants, et toujours dans un esprit de résilience. C'est-à-dire qu'à un moment, on les a accusés de brûler la forêt. Oui, c'est vrai, une parcelle d'un hectare qui est brûlée pour fertiliser le sol pendant quelques années, et la forêt revient derrière. Mais la forêt revient transformée. De même, quand il y a un village, la forêt est transformée parce qu'on plante des jardins autour avec des espèces utiles et utilisables par les humains. Vous savez quel est le disséminateur mammifère le plus efficace de la forêt amazonienne? Eh bien, ce sont les enfants. Les enfants passent leur temps à manger des fruits et recracher les pépins, les noyaux partout. Et donc, ils favorisent une repousse d'arbres fruitiers qui est en train de disparaître. Ça, c'est un équilibre encore écologique qu'on est en train de tuer parce qu'à les gaver de barres chocolatées, ils n'ont plus l'appétence pour les fruits. En plus de perdre leurs dents, ils perdent aussi leur forêt. Comment s'appelle cette plante de cyanure mortelle? Ah, je ne l'ai pas dit, le manioc. Le manioc amer, qui est tubercule, qui nécessite toute une série d'opérations assez incroyables pour pouvoir extraire ce jus et manger la farine sous différentes formes. Et qui est maintenant adopté de partout. Même si le maïs, on s'est aperçu qu'avant l'arrivée des Européens, il y avait beaucoup de maïs. Le manioc, alors je ne vais pas vous expliquer, le manioc c'est une plante géniale, on va dire. Vu qu'elle a de l'acide cyanhydrique dedans, elle se prémunit contre les prédateurs qui ne vont pas l'attaquer pour ne pas mourir. Et donc, pour la planter, rien de plus simple, c'est du bouturage. Hein. Vous plantez un bout de bois, enfin de manioc, ça pousse. Tout pousse en Amazonie. En tout cas, il favorise une résilience d'une forêt transformée. Et en 2017, on s'est aperçu que les forêts autour des sites archéologiques étaient composées d'espèces utilisables et utiles pour les humains, et donc que les humains avaient eu une action sur cette forêt. Et vous multipliez ça par 13 millions d'occupations, avec, au moment du contact en 1492, on estime entre 7 et 10 millions d'habitants en forêt. Hein. Il y en a 90% qui sont morts, hein, des maladies que nous avons gentiment offertes comme cadeau de bienvenue.
Et donc, après, on a l'impression que c'est des forêts qui ont toujours été habitées par des petits groupes semi-nomades, perdus, archaïques, affamés, parce que c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Mais ce sont les fantômes des civilisations précolombiennes. Ce sont des gens qui se sont reconstitués, qui ont survécu et au contraire ont résisté à un cataclysme terrible. Et cette idée que les Incas, les Mayas sont des sociétés solides, importantes, qui existent, que l'Amazonie n'est peuplée que de sauvages, elle perdure depuis 400 ans. Moi, quand j'ai commencé dans les années 80 à fouiller en Amazonie, donc j'ai lâché les Mayas, mon prof de fac à Sorbonne m'a dit laisse tomber l'Amazonie, ça n'intéresse personne, tu n'auras jamais de boulot. Bon, c'était pas sympa. Mais ce n'était pas faux à l'époque. C'est seulement depuis l'an 2000 qu'on s'est rendu compte. Et les années 2000, avec 2017, donc, qui change un virage, qui marque un virage dans la pensée de l'Amazonie, on s'aperçoit des dégâts. Et encore en 2015, je m'occupais d'un symposium de la COP 21. Et j'étais assez ahuri de voir que tous les invités étaient des mâles blancs des pays tempérés pour parler des forêts tropicales. Il n'y avait pas un autochtone. Et ça, c'est peut-être notre plus grande faiblesse, c'est de ne pas savoir écouter les habitants des forêts, parce que ce sont eux, et que c'est pareil pour la France, ce sont eux qui savent ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas dans nos bureaux et nos laboratoires qu'on a des solutions. Il faut de plus en plus apprendre à écouter ces gens-là. Et je termine, je voulais juste, parce que... Je suis le maître du temps. On peut finir. Vous expliquez que la forêt, c'est pas non plus ce qu'on croit. Moi, j'ai tendance à dire que la forêt amazonienne n'est pas une forêt, parce qu'elle est composée de dizaines de milieux très différents qui vont des plaines alluviales à des savanes inondables, à des montagnes. On oublie trop souvent qu'en Amazonie, il y a des montagnes, des tépouilles, des plateaux qui ont surgi il y a 180 millions d'années des entrailles de la Terre, la plus vieille formation géologique du monde. Elle est en Amazonie, elle a surgi au Venezuela. Ces tépouilles, vous les connaissez, c'est là où il y a le monde perdu de Conan Doyle. Et ils grimpent jusqu'à 3000 mètres. Donc c'est des véritables montagnes avec une faune différente, etc. Donc il y a une variété de milieux. La diversité, c'est ce qui caractérise l'Amazonie. Et les Amérindiens ont une approche de cette forêt évidemment utilitaire, mais pas forcément que des espèces domestiquées. Ils utilisent aussi des espèces non domestiquées et les espèces cultivées peuvent perdurer. Ça, c'est une photo que j'ai prise il y a une semaine à côté de Santarém, où vous voyez des noyers qui ont des noyers du Brésil, les noix du Brésil, donc, qui ont été plantés il y a 500 ans et qui perdurent encore, puisque l'âge d'un arbre amazonien peut atteindre 500-600 ans. Donc on a encore des arbres de l'époque avant la conquête de l'Amazonie. Et donc je vous parlais d'autres êtres, ni de faune, ni de flore, qui habitent cette forêt, qui sont tous les esprits de la forêt et qui sont... les Amérindiens les consultent régulièrement, les chamans notamment, pour connaître des résiliences et les voient, notamment aux prises de psychotropes, mais il ne faut pas penser comme nous que c'est un plaisir. Les psychotropes là-bas sont très violents et très désagréables, à vrai dire. Ça provoque des vomissements, enfin, c'est des épreuves, on en meurt parfois pour certaines. Et donc ces esprits accompagnent les Amérindiens. Je vais vous donner une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années. Je travaillais dans le territoire Jivaro et je ramassais des tessons de céramique par terre. J'étais tout content. Et un Jivaro qui me regarde et qui me dit « Mais tu fais quoi ?» Alors je dis « Tout fier, je ramasse des céramiques et grâce à ça, je vais pouvoir reconstituer l'histoire de ton groupe, de ton ethnie. » Il me regarde un peu furieux et il me dit « Mais tu te fous de moi ou quoi ?» Je dis « Non. Tu veux écrire notre histoire avec des poubelles ? Mais il faut des vraies données pour écrire une histoire. » Je dis « Mais c'est quoi des vraies données ? Les rêves. » Et donc les populations amazoniennes ont développé une connaissance du rêve qui est extrêmement importante dans leur quotidien.
Et c'est là qu'ils rencontrent des esprits, notamment, dont une potière avec qui j'ai travaillé, Kichua, qui le matin représentait, là c'est à gauche, c'est l'esprit du vent. C'est pour ça qu'il a une bouche un peu particulière, et puis il a une forme de nuage. Et donc, alors c'est pas des êtres, ça peut être des êtres assez violents. En tout cas, c'est pour vous parler de cette interaction intime entre premiers habitants de la forêt et Amazonie. Et je voulais terminer avec notre relation, très intime aussi, mais qui passe quand même par la tronçonneuse et l'allumette. C'est que dès qu'on est arrivé, on a tout de suite voulu utiliser cette forêt. Et la première chose qu'on a fait, cette carte est intéressante à gauche, on a découvert un bois extraordinaire, le Pernambouc, qu'on appelle le bois de braise, qui a donné son nom au Brésil, parce qu'il est rouge, d'où son nom de bois de braise. Et surtout, si vous le mettez dans un verre d'eau, ça se colore en une espèce de rouge-rose très beau, et ça servait à colorer les vêtements. Donc on a ratissé, ratiboisé, rasé la forêt, et comme on est quand même très habile, on ne l'a pas fait nous-mêmes, on a demandé aux Indiens de le faire pour nous. Et donc cette forêt atlantique a quasiment disparu, la forêt qui borde la côte du Brésil a disparu à cause de notre avidité, jusqu'à ce que l'espèce ait presque disparu avant d'être replantée, interdite à la coupe en 2000 et replantée, parce que maintenant on n'en s'utilise plus comme colorant, mais pour une fonction que peut-être certains connaissent, c'est le meilleur bois pour faire des archers. Et tous les maîtres archetiers ont besoin de ce bois, donc ils les replantaient. Et puis il y a cette déforestation. J'ai voulu mettre en connexion les taux de déforestation qui s'écroulent dans les premières décennies du millénaire et les noms des présidents. En connexion, et c'est très lié quand même, hein. Entre Lula et Bolsonaro, vous n'avez pas du tout les mêmes pensées. Bolsonaro a dit que la forêt était son ennemi, et les Indiens méritaient de mourir, hein. Donc on est quand même dans des relations violentes. Et en bas, c'est intéressant aussi, c'est une tentative délirante d'Henry Ford, qui a décidé, pour avoir son caoutchouc pour ses pneus, dans les années 20, de construire une ville en pleine forêt, qui s'appelait Fordlandia, et des milliers d'hectares d'EVA qui servaient donc à faire du caoutchouc, parce que c'est compliqué. L'EVA, c'est comme le cacao, ce sont encore des productions familiales. Et on marche dans la forêt pour récupérer, on scarifie l'arbre et on récupère le latex, mais on ne le plante pas. C'est des arbres qui existent en forêt. Et là, il avait décidé de les planter. Vous voyez, il y a été fort, hein. Et il en a planté des milliers. Et il a failli perdre sa fortune à cause de ça, parce qu'un tout petit champignon est venu détruire tout. Il a mis les arbres trop proches, donc ça s'est répandu comme une mare. Et donc notre extractivisme forcené et notre industrialisation de la forêt ne fonctionne pas. On le sait maintenant, mais on continue fermement. Vous savez que la moitié des Brésiliens sont pour la déforestation et l'autre moitié contre. Mais ça prouve la méconnaissance de cette forêt amazonienne. Et c'est vrai que peu de scientifiques y vont, parce qu'on y va toujours contre l'avis de nos pères. Et il faut être têtu, il faut être breton, hein, pour y aller. Merci beaucoup. Et ce que je vais vous proposer, c'est que si vous avez des questions, vous levez la main, je vais vous passer le micro. Et nos intervenants ont une mission, c'est en même temps de conclure et de donner un petit peu ce que vous recommandez au public comme mode d'action aujourd'hui pour préserver les forêts. Quelle première action on peut prendre derrière? Est-ce qu'il y a des questions? Allez, j'arrive. Merci. Bonsoir. Une start-up française a levé 12 millions pour faire du biochar en pyrolyse afin de renutrir les terres. En clair, elle abat des forêts, elle le brûle à 1000 degrés et elle obtient un engrais qui est soi-disant bon pour la planète, parce que ça séquestre le carbone de façon très longue. Je suis ingénieur aux forêts, je suis un peu dubitatif. J'aimerais avoir votre avis parce que vous êtes meilleur que moi. Je ne suis pas meilleur que vous. Détruire un écosystème forestier pour recréer de l'engrais, on ne reconstitue pas derrière l'écosystème forestier automatiquement.
Donc c'est moins par moins et c'est pas plus par plus. Donc il y a vraisemblablement d'autres techniques qui existent en matière d'engrais. Donc il y a des techniques agricoles qui commencent à... Alors je ne suis pas ingénieur agronome, mais il y a des techniques agricoles, des techniques sans labour, des techniques sans engrais. Creusons ces voies. On a la chance en France d'avoir un institut, l'INRAE, et explorons ces voies plutôt que de chercher à explorer des voies. Alors, explorer des voies techniques agricoles avec des engrais plus et pas moins, comme vous dites, c'est long, ça suppose des travaux de recherche. Détruire une forêt pour et brûler le bois pour le réintégrer dans le sol, ça va plus vite. Donc, essayons de passer outre ces solutions à court terme qu'à long terme. Juste peut-être pour compléter aussi cette réponse à cette question, excusez-moi madame. On est à un moment où il y a un petit affolement quand même. Hein. Coucou, la planète va mal. Et puis alors il y a plein de gens qui trouvent des super solutions faciles en mode start-up et tout. Il y en a qui peuvent être très bien. Je sais pas, mais c'est vrai qu'on a quand même cet affolement généralisé. Et cet affolement, il tombe sur quoi? Sur les forêts. C'est les forêts qui se prennent cet affolement, parce qu'on se dit c'est la nature, c'est naturel. Alors on va encore tomber dans les définitions de naturel, etc. Et on demande beaucoup aux forêts. C'est vrai que les forêts vont prendre une énorme pression. On a dit que ça avait augmenté en termes de surface. On va voir pour le futur, mais il y a quand même des enjeux énergétiques. Ce que tu disais, c'est que en fait, c'est le charbon qui a sauvé les forêts en 1850. Le problème, c'est que là, on n'en a plus de charbon. Il n'y a plus de gaz non plus. L'électricité, ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce qui va se passer avec les forêts? Question. On a arrêté le plastique pour l'emballage. Et ben, il va falloir faire de l'emballage, soit plus d'emballage. Je pense que c'est quand même une bonne solution. Mais peut-être que ça va être remplacé aussi par du papier. Bref, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être demandées aux forêts. On leur demande aussi de nous générer de l'oxygène en plantant des arbres, parce que c'est super, il faut générer de l'oxygène. Enfin bref, on leur demande beaucoup de choses. Et effectivement, avec une logique un petit peu start-up youpi youpla, qui des fois en fait annihile le débat en fait qu'on cherche à avoir typiquement ici, d'avoir une vraie réflexion sur une réflexion posée avec quand même l'émotion qui fait partie de cette réflexion qu'il faut qu'on ait, quoi, plutôt que des solutions un peu toutes faites. Voilà, mon point de vue. Pardon. Et on aura une conférence le 29 juin sur... Juste complète, parce que le biochar, là, ça va marcher 5 ans, après il faudra réapprovisionner. Alors, en détruisant 5 ans, supposons que ce soit une forêt de pins, le pin c'est 60, 120 ans. Donc on détruit en 5 ans ce qu'on a produit en 120 ans, quoi. Et on ne va pas le reconstituer. Alors il y a d'autres solutions. On a les organismes de recherche. Quelqu'un avait mis le mot agroforesterie. Donc c'est aussi une piste d'avenir. C'était lancé. Il y a eu des expériences plutôt positives sur la production agricole. Merci. Il me semble que Francis Salé, il définit la forêt primaire comme une forêt en libre évolution. Ici, 800 ans. Et ailleurs 1000 ans, c'est-à-dire une forêt où pendant 1000 ans, l'humain, il n'intervient pas. Donc une forêt en libre évolution. Qu'est-ce que vous en pensez de cette définition? C'est du aller. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que aller a une fascination pour la forêt, je ne vais pas le critiquer là-dessus, mais regardez dans ses livres, il a une petite tendance à souvent oublier l'humain. Et donc des forêts qui ont vécu 1000 ans sans les humains, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, sur Terre, il n'y en a plus déjà. Donc, une fois de plus, cette définition de forêt primaire tombe, puisque les forêts ont été visitées un peu partout. Et c'est difficile aujourd'hui de parler de la planète en éliminant l'aspect humain, qui est quand même proéminent. On a colonisé cette planète. Et donc, essayer de retrouver un âge d'abondance, un paradis terrestre, me semble peut-être presque utopique, mais l'intention est bonne, je ne veux pas la critiquer. Il oublie souvent la présence humaine. En tout cas, parfois, il l'efface, quoi. En forêt, quand il était venu en 87 en forêt amazonienne, avec le radeau des cimes, c'était en faisant fi des populations qui vivaient dessous, quoi. Il s'intéressait vraiment à la canopée, ce qui était génial d'ailleurs. On ne connaissait pas la canopée, puisque
on ne pouvait pas y aller. On pouvait l'atteindre seulement en grimpant aux arbres. C'était des arbres de 60 mètres de haut, c'était compliqué. Et il faut savoir que la canopée en Amazonie reçoit 100% de lumière, d'UV, de soleil, alors qu'il y a moins de 30% qui arrive au sol. La forêt est sombre, hein, il fait nuit à 4 heures de l'après-midi dans une forêt amazonienne. Donc, vouloir prôner une forêt sans personne, Mais c'est pas mal compris. oui. Je ne pense pas du tout une forêt en libre évolution égale les forêts sous cloche. Pas du tout. C'est une forêt où les humains ils y vont autant qu'ils veulent, mais avec une attitude hein, qui n'est pas du tout prédatrice, pas du tout, vous voyez, une attitude contemplative et d'étude de l'écosystème. C'est-à-dire, on apprend à comprendre comment une forêt elle se crée d'elle-même quand on la laisse en paix. Ben, j'aimerais bien la connaître, cette forêt. Elle est pas en- elle est- Il y a la réserve totale du Lovitel. Et là, il n'y a jamais eu d'humain? Ah non. Ah. Non, non, pas du tout. Je ne sais quel parc national et l'organisme a décidé que là, c'était strictement interdit. Ah oui, mais ça, c'est pas Milan. On est d'accord. Voilà. Ouais. Très- Et elle doit repousser. Ouais. Moi, je voulais juste vous demander, j'ai un peu du mal à comprendre, parce que vous avez parlé de 10-14 millions d'Amérindiens, c'est ça Non, non, j'ai 7-10. Pardon 7-10 au moment du contact. Ouais. Bon, quand on prend la superficie de cette forêt amazonienne, c'est 14 fois la France. Donc, Oui. j'arrive pas à me représenter le fait que ces populations amérindiennes ont transformé cette forêt sur la totalité de la superficie. Ah, c'est pas la totalité. Ouais, alors c'est pas la totalité, Non, donc non, on est bien d'accord. sûr. Non, non, bien sûr, ce sont des tâches. C'est un tableau impressionniste, Oui, mais évidemment. donc, quand vous niez, enfin, vous niez pas, vous dites qu'il n'y a pas de forêt primaire, mais la forêt primaire, ça n'existe pas. Alors Ça n'existe c'est- plus. j'ai du Si mal à ça comprendre. existait, ça n'existe plus. Alors, il y a peut-être un petit bout qu'on n'a pas vu. Mais comme enfin, vous dites, cette population était très, très éclatée. Mais très mobile, surtout. Elle Ah ouais. circulait partout, parce qu'il y a les villages, mais il y a aussi les voies de circulation. Mes travaux, ou travaux de collègues, ont montré qu'il faut imaginer l'Amazonie précolombienne comme une fourmilière géante, avec des réseaux de routes, des routes qui faisaient jusqu'à 40 mètres de large, qui circulaient partout. Et l'Amérindien est peut-être le sédentaire le plus nomade que je connaisse, il passe son temps en balade. Il ne faut jamais croire à un rendez-vous avec un Amérindien, il n'est jamais là. Il est soit aller chasser, soit aller voir des amis, soit aller faire un concours, soit faire des cérémonies, soit faire des échanges. Ils passent leur temps. Moi, je me souviens d'un Quechua qui m'a raconté qu'enfant, donc il y a une cinquantaine d'années, son père partait parfois depuis l'Équateur, depuis le Pastaza, jusqu'au Pérou, à pied, pour aller chercher du sel minéral, ce qui n'existe pas en forêt. Et donc, ils aiment le sel, évidemment. Et il allait en chercher. Ça prenait 2 mois de voyage. Simplement, méfiez-vous si vous allez en Amazonie et qu'on vous demande « passe-moi le sel ». Ça peut être un piège. C'est la même chose en Afrique. La forêt équatoriale. La forêt en Afrique, ce qui s'est passé, on parlait de destruction. Il y a un chercheur qui, il y a quelque temps, a démontré que la sahélisation de la forêt est venue avec le néolithique d'abord, avec l'apparition de l'agriculture qui a ravagé les sols, comme on peut le voir en Amazonie, on enlève tous les nutriments, mais aussi avec la métallurgie. Puisque on oublie, mais la métallurgie était très dense dans ces régions-là, et la métallurgie, elle consomme du bois, beaucoup de bois, et en coupant la forêt, Salgado m'avait sorti un jour le photographe Sebastião Salgado, il est aussi chevelu que moi, il m'avait sorti une allégorie assez intéressante. Il me disait, parce qu'il a replanté, lui, 3 millions d'arbres dans sa propriété familiale, qui était devenue désertique sur la forêt littorale. Il a replanté, c'est reparti. Toutes les sources étaient sèches et elles sont revenues. Et au Brésil, dans la fazenda de famille. Et il nous racontait que finalement, quand on prend une douche, lui et moi, on sort, si on ne se sèche pas la tête, on est sec en
en 2 minutes. En revanche, vous qui avez des cheveux, si vous ne séchez pas, ça n'a pour quelques heures avant que ça sèche. Et ben la forêt, c'est pareil. S'il y a de la forêt, ça induit de l'humidité. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec les rivières, c'est l'Est. Et s'il n'y a pas de végétation, et ben on est dans le sec complet. Et c'est ce qui s'est passé avec la forêt littorale, ce qu'on appelle la forêt atlantique au Brésil. On a provoqué des sécheresses terribles. Et c'est ce qu'on est en train de faire, parce qu'il faut savoir que quand on déforeste, quand les lobbies agroalimentaires déforestent en Amazonie, ils raclent jusqu'au sol. Et après, pour planter, c'est des OGM, parce que ça ne pousse pas. Il n'y a rien. Donc on met des OGM pour que ça pousse et rien ne reviendra. La forêt n'a aucune chance de revenir. C'est une destruction complète. Est-ce qu'il reste une question? Oui. Une question sur la France. En fait, 80% de la forêt française est privée, 20% à peu près domaniale ou communale ou régionale, enfin appartient aux collectivités territoriales. Donc l'ONF joue un rôle sur cette partie du territoire, enfin les 20%. Et comment sensibiliser les propriétaires forestiers on a l'impression que ils sont. Oui, la forêt domaniale ou cantonale, ou, enfin, en tout cas, qui représente 20% des forêts, enfin, du couvert français, est bien gérée, enfin, il me semble. Même s'il y a des coupes. Enfin, elle était bien gérée jusqu'alors. Et jusqu'à aujourd'hui. Et 80% donc, appartient à des propriétaires privés qui, parfois, ne savent pas qu'ils sont propriétaires de quelques hectares de forêt. Donc, il y a ce qu'on appelle les bois délaissés, hein, donc, et qui sont bien souvent impénétrables parce qu'on a des enchevêtrements de troncs qui hébergent des tiques, d'ailleurs, entre autres. Et donc, comment sensibiliser ces propriétaires parce que tout le travail, à mon sens, doit se faire chez les propriétaires privés, quoi, en fait. Les sensibiliser, j'imagine, aux questions environnementales, la biodiversité. Oui, enfin, à toutes les questions, déjà entretenir dans le sens de la préservation, quoi. Pas faire des coupes rases et replanter. Ouais, c'est ça. Dans le sens. Ouais, une gestion raisonnée, responsable. Oui, enfin, on peut utiliser le terme. Il y a encore, on va partir sur des définitions. Pas de gestion ici. Peut-être une petite question avant. On dit, s'il vous plaît, on dit souvent qu'une personne sur 20 en France est propriétaire forestier. Est-ce que par hasard, il y aurait des gens qui ne le savent pas, peut-être, mais vous ne leverez pas la main? Non, peut-être. Alors, ça arrive souvent que les gens le savent même souvent, pas. Mais une personne sur 20 en France. Vas-y, je te laisse répondre. Et donc effectivement, une des spécificités françaises, on n'a pas ça dans d'autres pays où ça va être de la gestion publique. Une des spécificités, c'est la propriété privée, une propriété privée très morcelée. Je ne suis pas sûr, je crois que je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est depuis la Révolution, en fait, avec l'accès à la propriété privée qui était un acquis de la Révolution française, hein, la Révolution française bourgeoise qui a fait en sorte que ce ne soit plus les nobles qui aient la propriété, mais qu'il y ait un accès possible à la propriété pour chacun d'entre nous. Donc ça a morcelé cette forêt française. Et la question, c'est du coup, un propriétaire privé, le droit à la propriété privée, comme je disais, ça vient quand même de notre révolution. C'est extrêmement ancré chez nous, les Français. La défense de la propriété privée. Pourtant, les forêts, c'est aussi des communs. Donc comment trouver cet équilibre, particulièrement dans un pays comme le nôtre, où la propriété du sol est privée, et on le défend, et on s'est battu pour ça il y a quelques siècles, tout en faisant en sorte que les impacts ou la positivité de la forêt, je veux dire des mots, mais on se comprend, puissent être pris en compte par ces mêmes propriétaires privés, parce que ces impacts sur nous tous, petits êtres humains que nous sommes, encore une fois. Et ça, c'est une vraie question, une vraie difficulté. Pour tout vous dire, nous, FSC, on
on a eu cette difficulté en fait en France, difficulté d'être accepté en fait. Parce qu'une des difficultés, c'est que y a des ONG qui composent FSC et du coup, ça voudrait dire à des propriétaires privés de leur dire ce qu'ils ont à faire dans leur forêt pour mieux gérer ces forêts-là. Et c'est vrai que c'est difficile. Et puis on est dans une logique aussi, encore une fois, aussi d'incompréhension, hein, je pense, entre la ville et la campagne. Dans le monde rural, la notion de propriété est encore plus forte qu'en ville. Et donc du coup, il faut, enfin moi j'en suis convaincu, je veux dire, j'en veux pas à des propriétaires privés qui disent que FSC est le diable parce qu'il y a trop d'écolos là-dedans. Moi, mon truc, c'est de leur tendre la main, quoi. C'est d'aller parler et de dire discutons, voyons ce qui pourrait pas être fait. Je veux vous comprendre en fait. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre méthode que ça en fait. Ou alors une dictature, mais je suis pas fan. Donc je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est qu'on arrive à tendre la main, à discuter et à se comprendre et à comprendre cette personne qui met pas sous cloche sa forêt et qui a pas envie de la mettre sous cloche. Donc comment on va faire pour lui parler? Je vois pas d'autre solution que le dialogue. Donc dialogue. Et Patrice? Juste, je veux faire part de... Ah bah allez-y. Alors FSC, bon, tu l'avais présenté, Jonathan, c'est le label pour lequel je travaille, Forest Stewardship Council, qui est un label de gestion qui définit des règles de gestion des forêts et où on prend en compte ces questions environnementales, sociales, etc. et ce dialogue. Juste une opération qui a été menée par France Nature Environnement qui répond aux deux questions là, sur les propriétés privées. 80% de la forêt française hexagonale est privée et 80% de cette forêt privée appartient à des propriétaires qui ont moins de 5 hectares, c'est-à-dire pas grand-chose pour mettre en valeur. Donc FNE, on réclame depuis longtemps qu'il y ait 10% des forêts qui soient mis en libre évolution, pour différentes raisons que je n'ai pas l'occasion, mais ne serait-ce que pour l'adaptation au changement climatique, laisser faire la nature, ça peut être intéressant pour voir ce que ça donne et comment la nature réagit. Et on a essayé de lancer un réseau des forêts en libre évolution. Donc on s'est pris dans une région qui s'appelait Auvergne-Rhône-Alpes, selon la nouvelle nomenclature, via une association membre de FNE qui s'appelle la FRAPNA. Et on a été surpris parce que quand on a voulu lancer ce réseau, c'est pas l'ONF, c'est pas les communes forestières qui ont été les plus répondants, c'est des propriétaires forestiers, des petits propriétaires qui ont dit moi j'ai 1 hectare, 2 hectares, ça vient de mon grand-père. J'ai pas envie qu'on y mette un tracteur dedans, m'excuse pour FSC la mobilisation du bois, mais on a eu un gros répondant des propriétaires pour intégrer ce réseau. Par contre, ce que les propriétaires nous ont dit, par contre, nous on veut pas un arrêté du préfet qui bloque les choses, on veut pouvoir transmettre à nos héritiers comme on veut que nos héritiers puissent vendre, mais on veut pas. Et on a eu un succès pour ce réseau qu'on envisage d'étendre sur toute la France, donc on espère que ça va marcher. Il y a eu une réunion Grand Est et on a eu la même réaction des propriétaires privés par rapport aux propriétaires publics qui nous disent qu'on veut bien intégrer ce réseau, on ne veut pas bloquer les choses et nous, notre forêt, il y a un aspect sentimental, il y a un aspect patrimonial, mais pas dans le sens caisse d'épargne pour faire monter des intérêts, mais transmission aux générations futures. Et donc, on n'oublie pas que finalement, la forêt française, c'est aussi 3,3 millions de petits propriétaires, finalement. Vous l'avez dit, hein, majoritairement des petites surfaces. Et donc, on a déjà une forêt, finalement, citoyenne. Et presque chacun, ces 3,3 millions de petits propriétaires, a sa propre vision de la forêt. Ça sera peut-être compliqué de conclure ce soir sur une définition. Mais merci beaucoup à nos intervenants pour ce temps de partage. On n'a pas trouvé de définition, on peut être d'accord, c'est assez complexe. On est sorti de la définition technique scientifique et on se rend compte que finalement la forêt c'est aussi un objet social, sociétal. Et peut-être, je pense que c'est ce mot-là que je vais retenir ce soir. Toutes ces visions, ces différentes visions, il faut les concilier et ça peut ne passer que par le dialogue. Merci à vous d'avoir été là ce soir. J'espère que vous avez